la question d'examen qui a dû tomber en, je sais pas, 2005. Donc, je vous la laisserai après. Donc, on va continuer avec la moelle spinale. Donc, on a vu qu'elle est située dans la colonne vertébrale. Premier point important, et je vous l'ai dit tout à l'heure, elle naît en continuité avec le tronc cérébral. Et en fait, elle va naître au niveau de la première vertèbre cervicale. C'est-à-dire que la moelle naît au niveau de la première vertèbre cervicale. Le foramen magnum est situé au-dessus. La moelle est un cordon de substance nerveuse. C'est de la substance nerveuse centrale. Elle naît au niveau de la première vertèbre cervicale. Elle va se terminer au niveau, on dit qu'elle se termine au niveau du bord supérieur de la deuxième vertèbre lombaire. La moelle, c'est une succession de segments médulaires. À chaque segment médulaire va correspondre un nerf spinal. Le premier nerf spinal va donc passer au-dessus de la première vertèbre cervicale. Et les nerfs cervicaux, les nerfs spino-cervicaux, sortent au-dessus de la vertèbre correspondante. Il existe 7 vertèbres cervicales. Et voici la première thoracique, de telle sorte que le 8e nerf cervical sort entre la vertèbre, la 7e vertèbre cervicale et la première vertèbre thoracique. À partir des vertèbres thoraciques, le nerf spinal correspondant va donc sortir en dessous de la vertèbre correspondante. Ces nerfs spinaux cheminent dans la colonne vertébrale et on sait que, je viens de vous le dire, ce sont des segments qui se superposent, de telle sorte que le dernier segment de la moelle, qui est un segment coccygien, eh bien, va avoir son nerf qui va sortir au niveau de l'orifice coccygien, et donc beaucoup plus bas que la terminaison de la moelle. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il existait, en dessous de la terminaison de la moelle, un ensemble de racines flottant dans le cul-de-sac dural. Et cet ensemble de racines qui naissent des segments médulaires et qui vont rejoindre très bas leur foramen intervertébral et qui flottent dans le liquide céphalo-rachidien s'appelle la queue de cheval. Ah, il faut que j'appuie plus profondément. L'autre particularité de la moelle, c'est sa dure-mère.
Sa dure-mère est séparée de la paroi osseuse. Elle va descendre plus bas que la terminaison de la moelle. Et elle se continue avec un phylum. Et cette dure-mère forme ce que l'on appelle le cul-de-sac dural. Dans ce cul-de-sac dural existe du liquide cérébrospinal. Le seul endroit où la dure-mère est normalement attachée, c'est au niveau du foramen magnum. Dès qu'elle a quitté le foramen magnum, elle est détachée de l'os. Il existe donc entre la dure-mère et l'os un espace qui est l'espace épidural ou péridural. Et l'autre point important, c'est que pour aller ponctionner du liquide cérébrospinal, vous allez avoir un endroit tout choisi qui est d'aller ponctionner le cul-de-sac dural en dessous, bien sûr, de la terminaison de la moelle. Donc vous allez passer entre deux vertèbres, on passe au niveau dorsal, entre les vertèbres, les troisième et les quatrième vertèbres lombaires par exemple, et à ce moment-là, vous êtes en général à peu près sûr qu'il n'y a plus de moelle, et vous allez pouvoir entrer un trocar et prélever du liquide cérébrospinal et l'analyser. Si on fait maintenant une coupe, que vous connaissez aussi très bien, à un niveau par exemple thoracique de la moelle, mais en mettant en place la vertèbre, qu'est-ce que vous allez retrouver? Eh bien, voici, je vais mettre en jaune, pardon. Voici une vertèbre thoracique. Vous savez que la vertèbre thoracique est pratiquement de même taille. D'un côté, je vais laisser le pédicule, puis je vais mettre la lame, je vais mettre l'apophyse transverse, comme ceci, et en fuite l'apophyse épineuse. Et de l'autre côté, je ne vais rien marquer, je vais laisser un espace, le foramen intervertébral. Eh bien, si on décide que c'est une vertèbre thoracique, la moelle se situe dans ce canal vertébral. En général, elle est plus proche de la paroi antérieure que de la paroi postérieure. Voici la moelle, vue en coupe. Et cette moelle, elle est entourée complètement par le cul-de-sac dural. Il existe bien un espace entre la dure-mère ici et l'os, qui est bien cet espace épidural. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans cet espace épidural, il existait un certain nombre d'éléments. Il y a des éléments ligamentaires, le ligament longitudinal postérieur. Il y a surtout d'énormes plexus veineux, qu'on appelle les plexus veineux vertébraux internes, et il y a de la graisse. Pourquoi est-il important de connaître cet espace épidural? Eh bien parce que vous faites des anesthésies, vous injectez des produits anesthésiques dans cet espace épidural, de façon à anesthésier les éléments nerveux situés à ce niveau. Il s'appelle épidural, mais il s'appelle aussi péridural, et notamment les anesthésistes les appellent péridural. D'où le nom de péridural. Mais en anatomie, le nom c'est épidural.
mais j'ai l'habitude de dire les deux noms. Autre chose que nous avons déjà vue, c'est qu'il y avait une racine antérieure, une racine postérieure avec le ganglion qui sortait pour faire le nerf spinal et que vous aviez immédiatement une division de ce nerf spinal en deux rameaux. Un rameau ventral et un rameau dorsal ou postérieur. Et ça, c'est extrêmement important à mémoriser. Le nerf spinal qui naît des deux racines venant de la moelle va donner à la sortie du foramen intervertébral deux rameaux, un rameau ventral et un rameau dorsal. Le rameau dorsal ira innerver tous les muscles des gouttières paravertébrales. Le rameau ventral ira innerver toute la partie antérieure du corps. Si on se situe au niveau thoracique, eh bien, le rameau ventral va correspondre à un nerf intercostal. Si maintenant on se situe au niveau du membre supérieur, eh bien, les rameaux ventraux vont s'anastomoser pour donner le plexus brachial. Donc, eh bien, on va le mettre en place. Vous allez avoir, alors je suppose que vous le savez, que vous le connaissez, mais on va quand même le mettre en place. On va dire qu'il existe une moelle et que cette moelle, à ce niveau-là, est renflée. Que cette moelle renflée, comme on le verra présente des segments. Normalement, le plexus brachial est formé par les rameaux ventraux des 5e, 6e, 7e, 8e nerfs cervicaux et premier nerf thoracique. Ça veut dire que vous allez avoir une racine, un rameau ventral du 5e nerf spinal qui va venir s'anastomoser avec le rameau ventral du 6e nerf spinal, alors que le rameau ventral du 7e nerf spinal va rester seul, que le 8e nerf spinal, son rameau ventral va s'anastomoser avec le rameau ventral du premier thoracique. Vous allez avoir ainsi formation de tronc, un tronc supérieur, un tronc moyen et un tronc inférieur. Tous ces troncs vont se diviser en deux branches. Les branches postérieures de tous les troncs vont s'anastomoser et vont donner un faisceau postérieur. Et ce faisceau postérieur va lui-même donner deux nerfs. Un nerf radial et un nerf axillaire. Ces faisceaux postérieurs, ces faisceaux secondaires, que l'on dit postérieurs, et postérieurs par rapport à un élément, et un élément qui est un élément vasculaire. Et cet élément vasculaire, c'est l'artère axillaire.
le tronc supérieur va avoir une branche antérieure qui va s'anastomoser avec la branche antérieure du tronc moyen. Et il va y avoir un faisceau antérieur et latéral qui va se former. Ce faisceau antérieur et latéral va donner le nerf musculo-cutané et va donner la branche latérale du nerf médian. La branche antérieure que je vais faire en jaune du tronc inférieur va rester indépendante. Elle va donner la racine médiale du nerf médian et elle va donner les autres nerfs du plexus brachial, à savoir le nerf ulnaire, le nerf cutané antébrachial et le nerf cutané brachial. Alors je vais vous entourer quand même d'un élément blanc, l'artère axillaire, pour bien marquer le rapport, comme ceci. Alors, quel est l'intérêt pour moi de mettre en place quelque chose que vous connaissez tous par cœur? Eh bien, tout simplement pour vous différencier quelque chose. Il existe un syndrome qui peut être un syndrome radiculaire. Ce syndrome radiculaire correspond à une atteinte soit d'un segment médulaire, soit d'un rameau ventral. Et ce syndrome radiculaire, cette atteinte radiculaire, doit complètement se différencier d'une atteinte tronculaire, qui est une atteinte d'un tronc nerveux. L'atteinte d'un tronc nerveux correspondra à une atteinte sur le trajet du nerf. Une atteinte radiculaire va correspondre à une atteinte au niveau médulaire et d'un segment de la moelle. Or, cette atteinte, cet segment de la moelle correspond à un territoire précis au niveau du corps. C'est un territoire métamérique, de telle sorte que pour le plexus brachial, il est fort possible de connaître ce que l'on appelle le dermatome du plexus brachial, c'est-à-dire le territoire radiculaire de l'origine du plexus brachial. Et on va donc dessiner un membre supérieur avec ici la taille, ici le membre supérieur et la main. Si vous tracez une ligne comme ceci, juste au milieu de la face antérieure du bras, vous allez aller jusqu'à la main et vous allez aller jusqu'au majeur. Le majeur va correspondre au territoire médulaire C7, septième cervical. Le segment médulaire, le dermatome correspondant au septième segment cervical. De part et d'autre de cette ligne
vous allez pouvoir disposer, les dermatomes, des autres segments médulaires. Donc vous allez avoir au niveau de l'épaule le 4e, car il existe une anatomose venant de C4 et du plexus brachial. Ensuite, vous allez avoir le segment, le dermatome du 5e segment cervical. Puis vous allez avoir le dermatome du 6e segment vertical. En d'autres termes, ils seront situés sur la face latérale du bras. Au niveau du deltoïde, c'est 4. La partie externe du bras, c'est 5. La partie externe de l'avant-bras, c'est 6. Le majeur, c'est 7. Et vous continuez à l'intérieur. Vous aurez C8 sur la face médiale de la main. Et puis vous aurez ensuite T1. Et enfin, au niveau de la face médiale du bras, vous aurez déjà le 2e segment thoracique, car là aussi, il existe une anastomose avec le 2e segment thoracique au niveau du plexus brachial. Quand on parle de ça, on est au niveau du système nerveux périphérique. Le plexus brachial, c'est du système nerveux périphérique. Mais il naît, le plexus brachial, des rameaux ventraux des nerfs spinaux correspondant au 5e, 6e, 7e, 8e segment cervical et 1er thoracique. Et ça, je crois qu'il est impératif de différencier ces deux types d'atteintes. Les atteintes radiculaires, des atteintes tronculaires. Alors, je ne vais pas vous dessiner le 2e plexus, grand plexus du corps, qui est le plexus lombosacré, mais le même raisonnement peut se faire au niveau du plexus lombosacré. Donc là, nous étions au niveau du plexus et avec un exemple, le plexus brachial. Maintenant, nous allons revenir à la moelle proprement dite. Et nous allons décrire ce qui va correspondre au système nerveux central médulaire. Oups. Ça marche. Donc, on va faire une vue antérieure de la moelle. Vue antérieure de la moelle. Voici la ligne médiane. Eh bien, la moelle, c'est un cordon avec un premier renflement qui va correspondre au plexus brachial, un deuxième renflement qui va correspondre au plexus lombosacré. Donc, première particularité de cette tige médulaire, c'est d'avoir deux renflements, un renflement cervical, un renflement lombaire, et entre les deux, une partie thoracique qui est rétrécie. Si vous regardez une moelle sur sa vue antérieure, vous allez avoir une profonde fissure médiane antérieure. Donc une fissure médiane antérieure. Vous allez avoir de part et d'autre de cette fissure médiane un sillon collatéral antérieur. Il y en a un à droite, il y en aura un à gauche. Maintenant, si vous faites une coupe de moelle, que va-t-il se passer? Eh bien, si vous coupez une moelle, je vais toujours faire une moelle cervicale, eh bien, et je vais toujours l'orienter en ayant la partie postérieure en haut du tableau et la partie latérale à ma droite. On va avoir, on a dit qu'on avait un profond sillon antérieure qu'on appelle la fissure médiane antérieure.
On a dit que l'on avait un sillon collatéral antérieur. Eh bien, en postérieur, vous allez avoir quelque chose de très similaire. Vous allez avoir un sillon collatéral postérieur et vous allez avoir un petit sillon médian postérieur. Donc, en avant, une fissure médiane antérieure. Cette fissure médiane antérieure est très importante parce qu'elle correspond à un vaisseau, à une artère. C'est l'artère spinale antérieure. Et cette artère spinale va donner une artère qui va cheminer dans cette fissure médiane antérieure. Donc la fissure médiane antérieure est très profonde parce qu'il y a des artères dedans. C'est l'artère sulco-commissurale. Si maintenant je vous dessine la substance grise, je l'avais toujours faite en rose, je vais reprendre le rose, eh bien vous allez avoir la substance grise que l'on peut dessiner comme ceci. Et on va la décrire dans un instant. Entre la fissure médiane antérieure et le sillon collatéral antérieur, vous avez un élément de substance blanche qui va porter le nom de cordon antérieur. Donc, entre la fissure médiane antérieure et le sillon collatéral antérieur, toute la substance blanche portera le nom de cordon antérieur. Entre le sillon collatéral antérieur et le sillon collatéral postérieur, la substance blanche portera le nom de cordon latéral. Entre le sillon collatéral postérieur et le sillon postérieur, vous aurez le cordon postérieur. Quand on parle de cordon, automatiquement, c'est de la substance blanche. En fait, les racines que nous avons décrites précédemment naissent des sillons collatéraux. Racines postérieures ou racines antérieures, les deux racines de la moelle naissent dans les sillons collatéraux. Antérieur pour l'antérieur, postérieur pour la postérieure. Maintenant, décrivons la substance grise. On va refaire le dessin. La substance grise, elle est centrale au niveau de la moelle. On la décrit avec des cornes, une corne postérieure et une corne antérieure. C'est de la substance grise. Comme c'est de la substance grise, c'est fonctionnel. C'est dans cette substance grise que va s'intégrer les informations qui vont arriver à la moelle. Donc il existe une corne postérieure et il existe une corne antérieure de la moelle. Cette substance grise est profondément située et sera complètement entourée de substances blanches. Donc on peut refaire le dessin de la substance blanche avec une fissure médiane antérieure extrêmement
profonde. Qu'est-ce qui va arriver dans cette corne postérieure? Qu'est-ce qui va partir dans la corne antérieure? La corne postérieure va recevoir, grâce à la racine postérieure, des fibres venant de la périphérie, des fibres nerveuses venant de la périphérie, ayant leur corps cellulaire dans le ganglion spinal, et ils vont arriver à la corne postérieure. Et là, la destinée de ces fibres va être différente. La fonction élémentaire de la moelle, c'est une fibre sensitive qui va aller jusqu'à la corne antérieure et venir informer la cellule par excellence de la corne antérieure, qui est le motoneurone de la corne antérieure. Motoneurone. Et ce motoneurone aura un axone qui sortira par la racine Ce circuit élémentaire, segmentaire, porte le nom de réflexe. Et vous allez explorer en clinique tous les réflexes du corps. Celui que vous connaissez le mieux, c'est le réflexe rotulien. C'est un réflexe proprioceptif. Vous tapez sur le tendon rotulien et vous allez avoir une contraction du quadriceps. Ces réflexes sont toujours les mêmes. C'est une réponse automatique et par conséquent, elle sera toujours identique, sauf dans des cas, bien sûr, pathologiques. Ce réflexe, cette action médulaire au niveau de la moelle, va être en fait modifiée par toute l'information qui va descendre des centres qui sont situés au-dessus de la moelle. De telle sorte que si on dessine encore une moelle, eh bien nous allons avoir la substance grise postérieure, la substance, la corne antérieure de la moelle. Vous allez avoir autour, le cordon postérieur de la moelle, le cordon latéral, le cordon antérieur de la moelle. Vous allez avoir ce que je viens de vous décrire, une fibre nerveuse qui va aller au niveau de la corne antérieure stimuler le motoneurone. Mais vous avez dans ces cordons des fibres nerveuses qui arrivent du cortex, par exemple, qui vont descendre dans ces cordons, soit le cordon latéral, pour ce qui concerne du faisceau cortico-spinal, latéral, qui s'appelle aussi croisé et que nous reverrons demain, et qui va aller informer les motoneurones. Donc il existe un faisceau cortico-spinal, cortico c'est-à-dire qui vient du cortex, spinal ça veut dire qu'il va à la moelle, il est latéral car il est situé dans le cordon latéral et il est croisé parce qu'il va se croiser au niveau du tronc cérébral, on le reverra demain. Et ce faisceau va aller moduler
l'action du motoneurone et moduler l'activité réflexe. Mais il existe un autre faisceau du même type, situé dans le cordon antérieur, et qui va s'appeler le faisceau cortico-spinal antérieur. Il est aussi appelé direct, car il ne croise pas la ligne médiane au niveau du tronc cérébral. Et lui, il aura comme particularité, et nous le reverrons, de venir moduler les motoneurones, mais en croisant la ligne médiane à chaque segment médulaire. Il va en fait moduler l'activité des motoneurones des deux côtés. Un rameau va croiser la ligne médiane, l'autre rameau va rester ipsilatéral, du même côté que la ligne médiane. Et bien sûr, ils ne vont pas informer les mêmes muscles. Ceux qui seront situés proches de la ligne médiane, eh bien, ce seront les motoneurones qui vont aller aux muscles que l'on dit axiaux, c'est-à-dire aux muscles qui vont du tronc et qui vont entraîner donc une activité du corps, une modification en fait de la position du corps. Donc les muscles axiaux. Alors que le faisceau corticospinal va aller moduler les motoneurones qui vont aller aux membres, et par exemple aux membres supérieurs. Donc il existe dans la moelle un certain nombre d'éléments destinés soit aux muscles distaux du membre supérieur, qui vont donc cheminer dans les fibres du plexus brachial, soit des motoneurones qui vont être attribués pour les muscles du tronc et qui vont donc ne pas être modulés de la même façon par les informations qui viennent des centres sous-jacents. Alors ça, c'était un petit peu pour expliquer ce qui se passe au niveau de la corne antérieure. La corne antérieure, elle est donc motrice. Elle va être complètement, elle va moduler l'activité des muscles. La corne postérieure, classiquement, elle est sensitive. Donc si on refait encore une fois une moelle, et si on regarde ce qui se passe au niveau de la corne postérieure, eh bien, voici la corne postérieure, voici la corne antérieure, voici le cordon postérieur d'une moelle cervicale, le cordon latéral, voici la fissure médiane antérieure. Je vous avais dit que la racine, ici, postérieure, était une racine avec le ganglion spinal et que dans cette racine postérieure arrivait une fibre de la périphérie, sensitive, ayant un corps cellulaire situé dans le ganglion spinal et un récepteur en périphérie. Quelle est la destinée de l'information de cette fibre ? Eh bien, nous verrons que cette destinée peut être variable. La première destinée, je viens de vous la donner, elle va à la corne antérieure. La deuxième destinée, elle s'arrête dans la corne postérieure. Et la troisième destinée, elle monte dans les cordons postérieurs. Et il existe dans ces cordons postérieurs des fibres que nous reverrons sensitives qui vont monter jusqu'au tronc cérébral. Et il existe dans ce cordon postérieur ce que l'on appelle une somatotopie, c'est-à-dire qu'il existe une représentation du corps humain. Ces fibres des cordons postérieurs qui vont cheminer dans les cordons postérieurs
et véhiculer une sensibilité extrêmement fine vont avoir une représentation du membre inférieur dans la partie la plus médiane et une représentation du membre supérieur dans la partie latérale. Entre les deux, bien sûr, vous aurez une représentation du thorax. Pour différencier ces deux types de fibres, morphologiquement, on a différencié deux faisceaux. Un faisceau interne, qu'on appelle le faisceau gracile, et un faisceau externe, qu'on appelle le faisceau cunéiforme. Et quand nous verrons le tronc cérébral demain, nous aurons besoin de différencier ce faisceau interne gracile du faisceau externe cunéiforme. Alors, un dernier point. Je résume. La moelle est un cordon de substance nerveuse. On peut morphologiquement lui décrire une fissure médiane antérieure, un sillon collatéral antérieur, un sillon collatéral postérieur et un sillon postérieur. Au niveau de la moelle cervicale, nous ajouterons un sillon intermédiaire. Ce sillon intermédiaire va permettre de différencier un faisceau qu'on appelle le faisceau gracile, qui représente la sensibilité des membres inférieurs, d'un faisceau cunéiforme, qui représente la sensibilité des membres supérieurs. Ces deux faisceaux, qui correspondent à des fibres qui pénètrent dans la substance de la moelle, mais ne s'arrêtent pas dans la substance nerveuse médulaire, vont monter jusqu'au tronc cérébral. Au niveau de la moelle, on décrit 3 éléments de substance blanche qu'on appellera des cordons. Entre la fissure médiane antérieure et le sillon collatéral antérieur, le cordon antérieur. Entre le sillon collatéral antérieur et le sillon collatéral postérieur, le cordon latéral ou externe. Et entre le sillon collatéral postérieur et le sillon postérieur, un cordon postérieur. Il existe en neurologie un syndrome cordonal postérieur. C'est une atteinte du cordon postérieur. Ensuite, au niveau de la substance grise de la moelle, première particularité, elle est centrale, elle est médiane, elle est à l'intérieur de la substance blanche. Elle a une forme de papillon. On lui décrit, si on est au niveau de la moelle cervicale, 2 cornes. Une corne postérieure et une corne antérieure. Quand on parle de corne, c'est automatiquement de la substance nerveuse, de la substance grise. Dans la corne antérieure, vous allez avoir des motoneurones. Ce sont des colonnes de substances nerveuses formées d'un neurone particulier qui porte le nom de motoneurone. Il y a une maladie qui correspond à l'atteinte des motoneurones. C'est la poliomyélite qui est une atteinte du motoneurone. Ces motoneurones vont recevoir une information venant des fibres sensitives. La fonction élémentaire de la moelle, c'est l'arc réflexe. C'est une fibre sensitive qui va informer directement un motoneurone. Vous aurez une réponse réflexe automatique, stéréotypée, toujours la même dans les cas normaux. Cette substance grise, à laquelle on décrit une corne antérieure motrice, une corne postérieure motrice, je vous rappelle que dans le premier cours, on a vu qu'il y existait aussi une corne latérale et que la corne latérale qui était uniquement retrouvée au niveau de la moelle thoracique
était une corne latérale sympathique, les centres sympathiques de la moelle. Pour terminer, et ce sera la dernière chose que l'on verra, quelqu'un du nom de Rexed a divisé la substance grise de la moelle en différentes parties. Donc si on refait encore une fois la substance grise de la moelle, la corne postérieure, la corne antérieure, vous allez pouvoir diviser depuis l'apex, depuis le sommet de la corne postérieure, en différentes couches, la moelle. La corne postérieure correspond à 6 couches, numérotées en lettres romaines. Alors que la corne antérieure est divisée en colonnes de motoneurones et que ces colonnes de motoneurones, ces noyaux de substances grises correspondant à des motoneurones, correspondent à la couche 9. Entre la couche 6 et la couche 9, vous allez avoir des couches d'interneurones que l'on qualifie de couches 7 et 8 et qui correspondront à des interneurones venant moduler l'activité des motoneurones. Il existe au niveau de cette corne antérieure une différence entre les muscles distaux qui seront latéraux et les muscles axiaux qui seront médiaux. Et à chacun d'entre eux va correspondre une couche d'interneurones. La couche 8 correspondra aux muscles axiaux, la couche 7 correspondra aux interneurones des muscles distaux. Et là aussi, il existe bien sûr une somatotopie au niveau de ces différentes colonnes de motoneurones. Et pour terminer, parce qu'on va s'arrêter là, souvenez-vous que l'activité de la moelle, c'est l'activité réflexe. C'est tout à fait important à connaître. Merci. Interactif, c'est quoi? C'est ça? Non, c'est pas ça. Tableau, c'est pas là. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vous rappelle que je vous avais mis au tableau la question d'examen qui était tombée en 2005. C'est-à-dire qu'il y a une vue de la moelle et vous allez avoir, on va vous demander de décrire les différentes structures de la moelle. Faites attention à l'orientation. Cette orientation, c'est une orientation comme en IRM. Donc la partie antérieure est située en haut. Donc vous avez une fissure ici très profonde et vous le voyez extrêmement bien. Et vous voyez très bien la substance blanche et la substance grise. La corne postérieure est donc située en bas. Donc faites attention à l'orientation de la coupe. Et si vous avez une coupe de moelle, faites attention à la fissure médiane antérieure, parfaitement reconnaissable.
question si vous avez. Alors, j'en sais rien du tout. L'enregistrement, c'est ça? Arrestream. Sans doute. Mathieu, tu t'y connais en commande de ça?